On se retrouve aujourd'hui du coup pour le module 3, donc c'est le module sur les estimations et on va commencer directement sur le R1. Alors à savoir en préambule que nous dans notre process, quand on fait une estimation, on le décortique toujours en deux parties. Je sais qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers qui le font également et il y en a beaucoup qui le font pas également. Mais c'est très important de faire vraiment R1, R2. Donc pour récapituler ce que c'est le R1, R1 ça va être vraiment le temps de la découverte. C'est-à-dire que vous allez vraiment devoir écouter le client pour comprendre son projet. C'est le rendez-vous où vous devez le moins parler. Et le R2, ça va être vraiment le rendez-vous où là, ça va être le temps de la proposition, on appelle ça comme ça, où du coup, ça va être le closing, la présentation des services pour essayer de prendre un mandat. Ce module te guide pas à pas dans la conduite d'un rendez-vous vendeur R1. Donc là, on va vraiment accentuer sur le R1 et tu verras Ismaël du coup sur le module suivant par rapport au R2. De la prise de contact jusqu'à la préparation du R2, il t'enseigne à créer un lien, à décoder le projet du vendeur et à piloter le rendez-vous avec impact pour maximiser tes chances de transformer. La préparation mentale et la stratégie du R1. Déjà, il faut te dire quelque chose, c'est que et c'est là où il y a quand même pas mal d'agents immobiliers qui font cette erreur-là, c'est que lors du R1, ils commencent déjà à se vendre, ils commencent déjà à vouloir faire la différence, car très souvent, quand tu vas faire une estimation, tu vas être en concurrence avec d'autres agents immobiliers, ça c'est pas nouveau, je te l'apprends pas. Donc pour compenser ça, et pour faire en sorte de quand même faire la différence et de marquer l'esprit du client, indirectement, tu vas avoir tendance à présenter tes services, commencer à parler de toi, de ton agence, etc. Et ça, pour un premier contact, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. En tout cas, si c'est pas mesuré, ce n'est pas bon du tout. Je vais te sortir un exemple qui va peut-être te parler. Ça t'est sûrement déjà arrivé. C'est sûr et certain que ça t'est arrivé même. Tu vas dans un magasin, peu importe que ce soit de vêtements, cosmétiques, peu importe. Tu vas dans un magasin et il y a un vendeur qui vient te demander est-ce que je peux vous aider ou vous avez besoin d'informations sur un produit. Et toi, tu dis oui. Et derrière, vous commencez à parler du produit. Et de là, toi, en tant que client, tu vas avoir tendance à petit à petit commencer à raconter un peu ta vie. Mais le fait d'entendre le vendeur raconter sa vie, ça te saoule en fait. Ça te saoule. Moi, ça m'est arrivé plein de fois où j'étais vraiment dans la position du client et je sais pas pourquoi j'avais cette envie de raconter ma vie, genre que ce soit par rapport à X ou Y chose, j'avais envie de raconter ma vie. Et c'était important pour moi dans mon échange avec le vendeur. Mais dès que le vendeur va commencer à raconter lui sa vie et sa propre expérience, ça va me saouler. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement normal car le contact il est trop froid encore, on vient juste de se rencontrer. Du coup, comme je sais que c'est moi le client et que je suis dans la peau du client et que lui il est dans la peau du vendeur, ça va être un peu chiant pour moi de l'entendre parler de lui alors que c'est plutôt moi qui ai envie de parler. Dans le R1, c'est exactement la même chose quand tu vas faire une estimation. C'est-à-dire que tu dois vraiment laisser la parole au client. Alors, on va le voir en détail dans ce module. C'est à toi de piloter le rendez-vous de A à Z. Mais par contre, l'idée, c'est qu'il puisse beaucoup plus parler que toi pour que tu puisses prendre un maximum d'informations. Un bon R1 commence bien avant de sonner à l'interphone. Je vais te le répéter une deuxième fois. Un bon R1 commence bien avant de sonner à l'interphone. Car il faut travailler son mindset avant chaque rendez-vous. C'est-à-dire que quand tu vas dans un rendez-vous d'estimation, c'est clairement le rendez-vous le plus important. Ça ne va pas être la visite, ça ne va pas être la prospection, ça va être vraiment ce rendez-vous d'estimation qui va être le plus important parce que c'est à ce moment-là que tu vas devoir faire la différence versus un autre agent immobilier qui va être en concurrence contre toi pour marquer l'esprit de ton vendeur et faire en sorte qu'il te donne un mandat exclusif et surtout qu'il ait suffisamment confiance en toi pour comprendre le prix que tu leur as estimé afin de tout simplement pouvoir avoir la chance de travailler sur son bien. Voilà. Et ça se travaille, c'est-à-dire que si tu vas en rendez-vous d'estimation comme tu vas en prospection ou comme tu vas en visite, c'est là où il y a le piège, c'est qu'il n'y a pas de préparation mentale, c'est-à-dire que tu dois te mettre dans une position de là, je dois gagner. Je vais refléter ça sur un exemple que j'ai utilisé lors du premier module. Par exemple, un compétiteur, il va s'entraîner de manière générale, mais quand il va avoir un match, il va faire en sorte de gagner.
il va se préparer psychologiquement pour arriver prêt mentalement à son match, parce qu'au-delà des conditions physiques, il y a aussi une grosse partie mentale, pour faire en sorte de gagner son match. Bah, dans l'immobilier, c'est exactement la même chose. Parce que concrètement, un match, ça va être l'estimation. Parce que tu vas être en concurrence face à d'autres agents immobiliers. Et si tu es en concurrence face à d'autres agents immobiliers, bah, il va falloir que tu fasses la différence. Et on va voir lors de ce module, du coup, comment faire cette différence-là. Mais il faut bien préparer ton mindset. Et si tu te mets dans cette position de ok, là j'arrive en rendez-vous d'estimation, j'arrive en R1, je me mets dans une bonne posture, je sais que je vais être clair, je sais que je vais être pédagogue, exactement tout ce qu'on a vu dans la partie mindset sur le module 1, bah déjà, tu vas dégager une aura qui va être totalement différente que si tu arrives à l'arrache en rendez-vous d'estimation. Analyser le profil du client avant même de le rencontrer. Alors, quand on dit ça, ça va plutôt passer par le premier contact. Le premier contact, très souvent, bah, tu l'as au téléphone pour caler un rendez-vous. C'est-à-dire que de manière générale, tu vas avoir tu vas avoir la demande d'estimation soit par email, soit par téléphone, soit par SMS. Enfin, peu importe, ça va être par le biais d'un des canaux de prospection que tu as pu mettre en place. Et tu vas avoir ton R1. Et en fait, déjà au téléphone, tu dois être capable d'analyser un peu c'est quel type de client. Et ça, tu vas le remarquer direct. Une personne qui sourit au téléphone, ça s'entend. Une personne qui va être beaucoup plus dans l'énergie un peu joviale, bah, ça s'entend directement. Une personne qui va être beaucoup plus fermée et qui va être beaucoup plus réservée, bah, ça s'entend aussi. Et ça, c'est des points que tu vas devoir analyser, décrypter dès le moment où tu vas parler au téléphone avec ton client, pour la simple et bonne raison que ça va te permettre de encore mieux préparer ton R1 pour t'adapter à ton client. Parce que oublie pas ce que je t'ai dit dans le premier module, c'est que tu dois être authentique. Tu dois être authentique, tu dois être toi-même, tu ne dois pas jouer un rôle, mais ça ne veut pas dire non plus que tu ne dois pas t'adapter au profil du client. Et ça va te permettre de l'analyser. Donc là, ton champ de vision va commencer à s'ouvrir de plus en plus et tu vas te rendre compte que dès le prochain client que tu vas avoir au téléphone, bah, le fait que tu aies cette information-là, tu vas un peu plus te concentrer sur l'analyse de ce profil de client pour mieux préparer ton R1. Utiliser l'effet miroir en binôme ou en réécoute pour progresser. Alors ça, on le dit aussi très souvent, c'est-à-dire que pour la petite anecdote, Ismaël et moi, quand on a commencé à travailler ensemble dans notre ancienne agence, on était chez Century 21, ça faisait peut-être à peine 4-5 mois qu'il m'avait rejoint dans cette agence. Et on a eu une idée, c'était de faire tous nos rendez-vous d'estimation en binôme, tout simplement, pour voir un peu qu'est-ce que lui il avait comme point positif, qu'est-ce que moi j'avais comme point positif que peut-être lui n'avait pas. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que, par exemple, lui, il était très artiste, c'est-à-dire qu'il était très dans la relation humaine, où il va réussir à créer ce lien directement avec le client, mais sans forcément parler d'immobilier. Et moi, c'était tout le contraire, c'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui a toujours été un peu plus froid, mais qui a toujours été très carré, très pédagogue, sûr de ce qu'il dit. Et du coup, le côté professionnel compensait un peu le côté relationnel. Et lui, c'était l'inverse. Le côté relationnel compensait un peu le côté professionnel. Et en fait, le fait qu'on ait fait cet exercice en binôme, ça nous a permis de prendre l'un de l'autre en situation de R1 et de s'améliorer. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, mon relationnel, il a vachement changé. Je suis beaucoup plus à l'aise sur ça. Pas autant que lui. Mais en tout cas, j'ai fait pas mal d'efforts, j'ai travaillé là-dessus. Et lui, de l'autre côté, il a travaillé sur ce côté vraiment professionnel, clarté, pédagogie, enfin tout ce que moi je dégageais avant ça. Et ce que je te disais, c'est que si je me rappelle bien dans le premier module, on s'enregistrait aussi pour se réécouter et pour voir quel axe on pouvait améliorer. Donc c'est important d'en avoir conscience pour que tu puisses le faire. Concernant l'onboarding, lorsque tu reçois le coup de fil, tu dois prendre un minimum d'informations. Tu ne dois pas commencer à rentrer trop dans la vie de la personne, tu ne dois pas commencer à poser trop de questions. Typologie du bien, surface, adresse, étage. Mais surtout, expliquer ton process, R1, R2, pour préparer le client sur ta méthodologie. Quand tu prépares le client, alors il y a deux choses à savoir sur cette slide, c'est que quand tu prépares un client à ce qui va se passer, il va être beaucoup plus enclin à l'accepter que si tu le prends par surprise. Retiens bien ça, je vais te l'expliquer juste après. Pourquoi on demande un minimum d'informations sur la typologie du bien, la surface, l'adresse et l'étage? Parce que le premier contact, c'est un contact froid. Le client n'a pas posé de visage sur ta voix, il n'y a pas cette glace qui s'est brisée, il n'y a pas cette relation qui commence à se créer par rapport à l'ambiance générale du rendez-vous.
Il y a deux personnes qui peuvent très bien matcher dans la connexion. Il y en a d'autres où ça va être un peu plus froid, mais en tout cas, il n'y a pas ce truc-là. Donc, pourquoi se mettre une balle dans le pied en commençant à vouloir faire limite un peu ce qu'on va faire au R1 en prenant trop d'informations? Vaut mieux prendre le minimum d'informations, comme ça tu sais déjà à quoi t'attendre quand tu arrives à ton rendez-vous. Concernant l'explication du process, pourquoi c'est important? Quand tu es en R1 et que tu vas dire à ton client, tu vas lui demander ses disponibilités pour caler ton R2 et du coup lui expliquer à quoi va servir le R2, bah, il va être beaucoup moins enclin à accepter parce qu'il a été surpris, il ne s'attendait pas. Oublie pas que le client ne connaît rien de notre métier, il ne sait pas nos process, il ne sait pas comment ça fonctionne. Pour lui, tu es un professionnel de l'immobilier, tu vas aller en R1 chez lui et tu vas être en mesure de pouvoir lui donner une estimation directement sur place. Alors, il y en a certains qui me regardent, qui vont se dire, bah c'est ce que je fais déjà. Et je te garantis que c'est exactement l'erreur qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que tu ne peux pas donner une estimation lors du premier rendez-vous parce que déjà tu ne parais pas professionnel, tu n'as pas fait des recherches. Dans la tête du client, ok, il a une fourchette de prix, mais clairement tu as fait comme ça, hop, au niveau du vent, et tu t'es dit, bon bah voilà, ça vaut ce prix-là. Dans la tête du client, en tout cas, je fais encore une fois une généralité, hein, mais ça va être beaucoup plus ça. Le fait d'expliquer du coup ton process en amont, tu as déjà préparé psychologiquement le client et il sait à quoi s'attendre. Il y aura un premier rendez-vous pour la découverte du bien, parler de son projet, et il y aura un second rendez-vous. Moi, ce que nous on dit en tout cas au sein de notre agence, dès qu'on a un rendez-vous d'estimation, donc on pose des questions sur la typologie du bien, et on explique directement en disant par exemple monsieur ou madame la cliente. Alors pour vous expliquer un peu la méthodologie de notre agence, donc on parle de méthodologie et on parle de notre agence, c'est-à-dire que c'est propre à nous parce que il y a beaucoup d'agents immobiliers qui ne le font pas. Donc ça c'est important déjà de se différencier d'entrée de jeu au téléphone. Pour vous expliquer un petit peu la méthodologie de notre agence, on va fixer un rendez-vous ensemble. Je vais venir voir votre appartement ou votre maison. Donc on va faire le tour de toutes les pièces, je vais vous poser pas mal de questions, que ce soit là sur la copropriété ou sur l'historique, par exemple des travaux de la maison qui ont été faits. Et ensuite on va s'installer, on va parler de votre projet. Donc c'est à ça que va servir ce premier rendez-vous pour que je puisse comprendre un petit peu quelles sont les raisons de votre projet, quels sont les délais et avoir un maximum d'informations pour du coup pouvoir mieux vous aiguiller. Et ensuite, une fois que je vais retourner en agence, je vais pouvoir préparer mon estimation par le biais d'un tableau, et c'est un tableau qui s'appelle une analyse comparative de marché qui est segmentée en 3 parties. Dans la première partie, je vais trouver des logements qui ont été vendus sur les 12 derniers mois dans un rayon de 500-600 mètres autour de chez vous. Alors, parenthèse, moi je dis 500-600 mètres parce que c'est propre à notre marché, à Paris. Bien évidemment, si tu travailles en province ou en campagne, tu t'étends ça sur plusieurs kilomètres parce que je sais que vous, quand vous faites en campagne des analyses comparatives de marché pour faire une estimation, vous êtes obligé malheureusement de regarder sur plusieurs kilomètres vu que c'est beaucoup plus des maisons et qu'il y a moins de ventes forcément. Donc dans un premier temps, je vais mettre tous les biens vendus qui ont été vendus sur les 12 derniers mois. Ça va être des biens qui vont être similaires aux vôtres, que ce soit en termes de surface, en termes d'étage et en termes de prestations. Quand on dit prestations, c'est est-ce qu'il est clé en main ou est-ce qu'il y a des travaux à prévoir. Dans la deuxième partie du tableau, je vais mettre les biens qui sont actuellement en vente pour voir les logements similaires aux vôtres, à quel prix eux se positionnent actuellement sur le marché. Ce qui veut dire que quand un acheteur va potentiellement vouloir visiter votre bien et voir votre bien sur Internet, il verra aussi autre chose auprès d'un confrère. Et du coup, c'est important de voir du coup les autres logements à quel prix ils se positionnent. Et dans la troisième partie du tableau, je vais mettre tous les logements qui sont considérés comme invendus. Donc, ce sont des logements qui sont en vente depuis plus de 3 mois. Et à partir au-delà de 3 mois, on considère qu'un logement est invendu. Et moi, j'ai un logiciel qui me permet tout simplement de prendre n'importe quelle annonce de n'importe quelle agence, de pouvoir voir tout l'historique avec les variations de prix. Une fois que j'ai établi ce tableau-là, on va faire un deuxième rendez-vous en agence ou chez vous. Par exemple, si tu es mandataire et que tu travailles de chez toi, tu vas pas inviter le client chez toi, mais tu vas te déplacer chez lui avec du coup ton ordinateur portable. Et du coup, on fera un deuxième rendez-vous où je reviendrai chez vous pour vous présenter cette analyse comparative de marché avec notamment tous les services que mon agence peut mettre en place pour la stratégie commerciale personnalisée à votre logement. Est-ce que ça vous convient ? Le fait d'expliquer ta méthodologie, déjà, tu parais beaucoup plus professionnel et tu montres que tu es un vrai professionnel de l'immobilier et que tu ne vas pas faire ça à l'arrache et que tu vas t'intéresser à son projet. Et surtout, la deuxième chose hyper importante, c'est que tu l'as fait valider ce process-là. Donc, ça veut dire que déjà, avec cette pré-validation-là, tu as
préparer le client et tu l'as surtout préparé à accepter qu'il y aura un premier rendez-vous et ensuite il y aura un deuxième rendez-vous où il va devoir se déplacer ou que toi tu vas devoir te redéplacer pour du coup parler de l'estimation. Lecture du client et posture professionnelle. Tu n'es pas un conseiller immobilier, tu es un décodeur de projet. Je le répète, tu n'es pas un conseiller immobilier, tu es un décodeur de projet. Ton rôle et ton travail, ça va être de décoder la personnalité de la personne et surtout de comprendre son projet pour adapter tout ce qui va se passer par la suite par rapport à son projet. Et ça, on le verra un peu plus tard, notamment dans la partie négociation de mémoire, où en réalité, quand on fait une vente, et c'est pour ça que chez Conseil Elite, on parle de taux de transformation, c'est pour ça qu'on parle de 5% des agents immobiliers qui font ça, parce que c'est vraiment un niveau de détail que tu es loin d'imaginer. Tu vends en fonction du projet du client, tu ne vends pas son bien, que ce soit côté vendeur ou côté acheteur. Et ça, on aura l'occasion d'y revenir beaucoup plus en détail un peu plus tard. Il faut que tu sois dans l'écoute active, dès le premier appel. C'est-à-dire que c'est une chose d'expliquer ta méthodologie. Alors là, j'ai écourté le truc pour vraiment rentrer en profondeur sur l'explication, mais tu peux le faire beaucoup plus rapidement aussi. Mais c'est une autre chose aussi d'être dans l'écoute active, notamment si ça commence à déborder. Tu peux tomber sur des personnes qui sont un peu âgées, qui aiment bien raconter leur vie au téléphone, dire des informations des fois, nous on sait dans le métier qui ne vont pas nous servir à grand chose, mais il faut les laisser parler. Il ne faut surtout pas les couper dans leur élan en montrant que toi tu sais de quoi tu parles et que tu n'as pas besoin de cette information. Pas du tout. Il faut vraiment faire en sorte de les laisser parler. Lire les signaux faibles dès les premiers échanges, et ça passe par le son casse. L'outil qui est incontournable pour mieux comprendre ton client. Quand on parle de signaux faibles dès les premiers échanges, ça va être notamment lors du premier rendez-vous. Et le son casse, tu as dû sûrement en entendre parler. Si tu n'en as pas entendu parler, ça va vachement t'intéresser. Et si tu en as déjà entendu parler, ça sera une bonne piqûre de rappel parce que c'est clairement l'outil incontournable pour notre métier. Ça l'est pour beaucoup de métiers de commercial, mais pour notre métier, ça l'est encore plus. Son casse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le S de sécurité. Donc là, en fait, le son casse va décrypter la personnalité de ton client. Est-ce que c'est un client qui va être plus dans la sécurité? C'est-à-dire qu'il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'avoir le contrôle et il a besoin d'avoir cette stabilité. Tu vois, ça va être plutôt les personnes type salariés, cadres par exemple, qui ont leur situation, qui ne sont pas vraiment entrepreneurs, ils ont besoin d'avoir le contrôle, ils ont besoin d'avoir une vie stable. Donc ça va plutôt être ce genre de personne. Est-ce que ça va être une personne qui va être dans l'orgueil? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va avoir le pouvoir sur toi, il veut décider, il veut sentir qu'il a le pouvoir. Il a la main sur toi. Il y a des personnalités comme ça. Et ça, ce sont des personnes qui sont orgueilleuses. Est-ce que c'est une personne qui va plutôt être dans la nouveauté? C'est-à-dire qu'il aime bien les nouvelles technologies, il aime bien les outils modernes, il aime bien les innovations. Donc, est-ce que ça va être quelqu'un qui va beaucoup plus être là-dedans? Et tu vas comprendre à la fin de ce son casse pourquoi c'est important de le décrypter, parce que du coup, après, tu vas adapter ton discours en fonction de ce son casse. Le confort. Est-ce que c'est quelqu'un qui cherche la facilité, qui cherche à éviter le stress? Pareil, en fonction de ce type de personnalité, tu vas devoir faire un travail différemment et une approche différente auprès de ton client. Argent, il veut le meilleur prix, optimiser son gain. Et sympathie, il agit à l'émotion, aime être apprécié et compris. Les définitions sont quand même assez claires, mais je pense que c'est quand même important de donner des exemples pour que tu puisses vraiment bien te situer. Quelqu'un qui va être dans la sécurité, dans le contrôle, c'est quelqu'un qui va vouloir, par exemple, tout vérifier. Il ne sera pas enclin de signer ton mandat lors du R2 directement. Il aura besoin d'être rassuré, beaucoup plus qu'un autre client. Il aura besoin de prendre le temps de lire ton mandat, de voir chaque clause, chaque ligne pour voir qu'il ne va pas se faire entuber. Donc, il a vraiment besoin d'avoir ce contrôle-là. Et c'est quelqu'un que tu vas avoir du mal à closer sur le moment. Sauf si cette personne-là, tu prends le temps et tu lui montres que on va lire le mandat de A à Z ensemble pour que tout soit clair pour lui. C'est une méthode, ça va pas t'arriver tout le temps, mais en tout cas qui fonctionne avec les personnes qui sont dans la sécurité. La personne qui est orgueilleuse, ça va être les personnes qui vont un peu plus te piloter, qui va montrer qu'il a plus d'expérience que toi, qui s'y connaît mieux que toi, alors qu'il connaît rien en immobilier. C'est pas grave, tu dois le laisser faire. C'est-à-dire que
tu dois le laisser avoir le dessus sur toi, parce que si il n'a pas le dessus sur toi, il ne va pas suffisamment te faire confiance pour te donner le mandat. À l'inverse, imaginons que toi tu te laisses faire et que tu es en concurrence avec deux autres agents immobiliers et que eux, ils savent de quoi ils parlent et ils vont pas se laisser faire, et figure-toi que c'est à toi qui va donner le mandat parce que du coup il sera trop orgueilleux pour être drivé par les deux autres. Et là tu vas être gagnant. La personne qui va être dans la nouveauté, cette personne-là, lors de ton R2, tu vas beaucoup plus accentuer les services qui vont être un peu plus poussés. Par exemple, tu fais une vidéo de présentation du logement, tu vas mettre un budget marketing en place sur les réseaux sociaux avec des posts sponsorisés. Grâce à Meta Ads, tu vas rentrer un peu plus en profondeur sur cette technicité par rapport aux personnes qui aiment bien les outils modernes, qui aiment bien la technologie, qui aiment bien les innovations, pour que ça lui parle et qu'il soit excité et animé par ça. La personne qui va être dans le confort, donc lui, il cherche la facilité à éviter le stress. Exemple typique, tu as un client qui a un projet d'achat-vente, c'est hyper stressant, il a besoin que tu gères tout de A à Z. Donc toi, tu vas le rassurer, tu vas dire que tu vas l'aider pour son projet d'achat, tu vas l'aider pour sa vente, tu vas l'aider sur le syndic, tu vas l'aider avec le notaire, tu vas t'occuper de tout et c'est sur tes épaules que ce stress-là va apparaître. Et ces personnes-là, c'est typiquement les personnes qui sont dans le confort et qui ont besoin de ça. Donc ça, de toute façon, tu vas être capable de le décrypter assez facilement lors du R1. La personne qui va être dans l'argent, tu sais très bien que dans ton approche, quand tu vas annoncer ton estimation, tu vas devoir le faire d'une autre manière que de la manière habituelle que tu vas faire. Et tu vas aussi devoir préparer une espèce de stratégie où tu vas devoir préparer des arguments, contre-arguments par rapport à tes honoraires parce que tu sais que c'est quelqu'un qui d'ores et déjà va négocier tes honoraires parce qu'il est déjà très argent. Et comment tu repères quelqu'un qui est dans l'argent ? C'est des signaux assez simples. Il va te dire, d'entrée de jeu lui-même, lors de l'estimation, enfin lors du R1, il va te dire, moi ici j'ai fait 23 500 euros de travaux. Tu vois, il va être beaucoup plus précis au lieu de dire à peu près 23. J'ai fait 23 500 euros de travaux, j'avais payé tant de frais de notaire, moi j'ai envie de récupérer au moins ce que j'ai mis et tout. Tu vois, donc c'est vraiment quelqu'un qui est vachement dans l'argent et qui a un blocage psychologique par rapport à ça. Et tu as la personne sympathie, donc ça c'est vraiment la meilleure personne que tout le monde aime, le meilleur profil de client que tout le monde aime. C'est-à-dire que ça va être la personne qui agit vraiment à l'émotion, qui aime être appréciée et compris et qui va te faire confiance beaucoup plus facilement quand tu vas commencer à mettre cette personne à l'aise et à montrer que tu t'intéresses vraiment à cette personne. Et c'est aussi ce genre de personne qui adore parler. Et en fait, c'est magnifique ce genre de profil parce que tu as juste à attendre et écouter. Et en réalité, la relation, elle se construit juste parce que tu l'écoutes et que du coup tu rentres dans son sens et que que tu vas dans son sens et que tu montres que toi aussi tu es sympathique. Analyser l'intérieur du logement, déco, photos, trophées de sport, etc. pour comprendre la personnalité du client et tenter de faire des connexions entre le client et toi dans un cadre qui sort de l'immobilier, afin de comprendre sa personnalité pour t'adapter à lui. À chaque fois qu'on va en estimation, on analyse énormément tout le décor qu'il y a dans ce logement pour faire en sorte de parler d'autre chose que d'immobilier. Les meilleurs rendez-vous, c'est quand tu parles à 80% d'autre chose et à 20% d'immobilier. Pourquoi ? Parce que du coup, ça te permet de créer une connexion. C'est comme si tu viens de rencontrer quelqu'un dans un bar ou dans un resto ou peu importe, dans une soirée, peu importe. Et tu commences à parler de ta vie, de sa vie, et il y a un échange qui se met en place. C'est fluide, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est forcé, ce n'est pas formel, c'est pas lié à de l'immobilier ou à une autre raison de vente de produits ou quoi que ce soit. Du coup, le fait de faire ça, et si tu arrives à faire ça, tu vas vraiment avoir un step d'avance par rapport à tes concurrents. Parce que cette relation de confiance va principalement se dessiner grâce à ça. Et non pas grâce à tes compétences et ton professionnalisme dans l'immobilier. Et il faut que tu t'aides de ce que tu peux. Alors bien évidemment, je te vois venir, on ne peut pas le faire dans tous les logements. Les logements qui sont totalement vides parce que la personne a déjà déménagé dans sa nouvelle RP. Ou alors parce que c'était un logement qui était en location avant et du coup le locataire est parti. Bien évidemment
que tu vas pas réussir à trouver des connexions. Mais même ces personnes-là, même dans ces cas-là, tu vas réussir à trouver des connexions grâce au questionnement, grâce au fil de la discussion, parce qu'encore une fois, tu dois t'intéresser à ce client-là. Si je sais pas, moi je vois, alors moi par exemple, je suis un ancien, j'avais une carrière dans le gaming, dans l'e-sport sur Call of Duty, et du coup bah tout ce qui est un peu jeux vidéo e-sport, ça me connaît. Bah, quand je vais voir par exemple un propriétaire qui a un setup, donc c'est-à-dire qui a un bureau avec une chaise un peu gaming, avec un micro, avec ceci, avec cela, bah ça va me parler et je vais commencer à directement parler de ça, à rentrer dans le vif du sujet, et en fait lui ça va lui faire plaisir parce que c'est son domaine en fait, il aime ça, tu vois. Je peux donner un autre exemple, quelqu'un qui va, je sais pas moi, qui a des cadres d'un joueur de foot ou d'une équipe de foot, enfin un lien avec le foot, bah directement je vais m'intéresser parce que c'est aussi le sujet de conversation auquel je m'intéresse. Et du coup on va commencer à parler de ça. Alors bien évidemment ça sert à rien de partir sur un débat Paris-Marseille ou Barça-Real, enfin voilà. Mais en tout cas il faut toujours aller dans le sens du client et ça permet encore une fois de créer des connexions que tu ne peux pas créer juste en restant professionnel dans ton taf lors du R1. L'objectif du R1 n'est pas de convaincre, mais de comprendre. Je te le répète une deuxième fois, l'objectif du R1 n'est pas de convaincre, mais de comprendre. Tu es là pour comprendre son projet. Tu n'es pas là pour te vendre et faire en sorte de faire la différence. Ce n'est pas à ce moment-là de l'estimation que tu es censé faire ça. Quand tu fais la visite du logement, tu dois piloter le rendez-vous. Les meilleurs rendez-vous, c'est 80% de vie et 20% d'immobilier. C'est exactement ce que je t'ai dit juste avant. C'est juste que j'ai pris un peu d'avance par rapport au slide. Mais c'est exactement ça. Il faut que tu prennes le lead en rentrant dans le bien. C'est-à-dire que quand tu arrives dans le bien, tu fais exactement la même chose que tu as pu faire au téléphone, quand tu as expliqué ton process entre le R1 et le R2. Tu vas directement expliquer comment le rendez-vous va se dérouler. Bonjour madame la cliente ou bonjour monsieur le client. Enchanté, par exemple, je suis Kevin de l'agence IBOS. Alors, ce que je vous propose, c'est que, comme c'est la première fois Non, pas comme ça, vraiment, je fais des conneries. Je suis parti sur un autre discours. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse d'abord un premier tour du logement. Je vais noter tout ce qu'il y a à savoir par rapport à chaque pièce du logement. Et après, bah, je vous proposerai qu'on s'installe pour qu'on puisse parler de votre projet, afin que je puisse comprendre votre projet. Est-ce que ça vous convient? Tout simplement. Et là, encore une fois, tu valides ton process au client et derrière, le client n'est pas surpris de comment les choses vont se dérouler. Donc tu commences à faire la visite, donc tu prends le lead directement, tu dis bon, bah voilà, donc là on est dans l'entrée, ok, et là c'est clairement du sketch. C'est-à-dire que en réalité, nous on considère à notre niveau que ça sert à rien enfin on s'en fiche en réalité de savoir que c'est un ballon de chaude électrique, que c'est un truc au gaz, enfin à part sur la note de DPE où ça va changer, enfin il n'y a pas de plus-value à ça. Par contre, il faut qu'on montre au client, parce que lui ne connaît pas le métier, que chaque détail est important. Donc par exemple, on va dire entrée, et je vais vraiment marquer sur mes notes, sur mon téléphone, entrée avec placard aménagé, là les toilettes ici, là la chambre ici, avec placard, pas placard, exposé plein ouest, exposé sud, belle luminosité, cuisine totalement équipée aménagée, enfin tout ce que tu peux noter en faisant chaque pièce pour faire du sketch devant le client, il faut que tu le fasses, parce qu'encore une fois, ça monte ta crédibilité, ça monte ton professionnalisme. Une fois que tu t'es installé avec le client, là du coup tu dois lui poser une question ouverte, et tu dois lui demander: alors, expliquez-moi, quel est votre projet? Et c'est une question ouverte, c'est-à-dire il n'y a pas de oui ou non. Là, c'est le client qui va commencer à parler, expliquer sa situation. Laissez le client parler tout en gardant le cap. C'est-à-dire que tu dois tout le temps driver le rendez-vous parce que c'est toi qui mènes la danse. Mais aux yeux du client, tu dois faire en sorte qu'il ressente que c'est vraiment lui le centre d'attention et que c'est lui qui pilote la chose. Alors qu'en réalité, pas du tout, c'est toi qui pilote ça. Créer du lien par des détails. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit avant, la décoration, les souvenirs, les enfants, etc. Ça peut être des activités, ça peut être tout et n'importe quoi. Il faut trouver la moindre chose qui va faire cette différence-là pour, encore une fois, créer cette connexion avec le client. La découverte du projet vendeur. Quand tu vas faire la découverte de son projet, il y a tout qui va se dessiner et tu vas savoir exactement comment ça va se passer au niveau de toutes les prochaines étapes
entre le moment où tu vas faire ton R2 pour prendre le mandat, mais aussi le moment où tu vas avoir une offre d'achat pour gérer ta négociation. Ce n'est pas le bien qui te permet de vendre, c'est le projet du client. Je répète une deuxième fois, ce n'est pas le bien qui te permet de vendre, c'est le projet du client. Et il faut que tu sois capable d'identifier le projet du client. Et ça passe par ça. Alors pourquoi ça a mis le S en dessous de projet? Bon, c'est pas trop grave, c'est un petit détail. Mais il faut savoir que tu as deux types de projets. Tu as les projets obligatoires et tu as les projets confort. Projet confort, un client veut vendre son logement pour retrouver le même logement, mais il veut un balcon en plus. Il est au 6e sans ascenseur, il adore son appartement, donc il veut vendre pour acheter un autre appartement, mais avec ascenseur, parce que ça y est, il en a marre de monter les courses à chaque fois sur 6 étages. Sur la fourchette haute du prix sans réel but, ça veut dire que c'est un client qui veut vendre son bien, mais qui n'a pas de réel projet derrière, il veut absolument tenter un coup pour essayer de le vendre sur la fourchette la plus haute. Son logement, il trouve qu'il est sombre, il a envie du même logement avec la même surface, mais il veut plus lumineux. Et par exemple, il a un logement avec des voisins au-dessus qui font trop de bruit, il veut le même logement, mais il veut pas de voisins au-dessus. Tout ça, c'est clairement dans la catégorie de projet confort. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réel but derrière, il n'y a pas de réel objectif derrière, et il n'y aura pas un degré d'urgence où à un moment donné, il sera dos au mur, et que du coup, tu pourras plier le client. Tu auras forcément une partie de projet confort. Ça ne veut pas dire qu'il faut les négliger, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout travailler sur ces personnes-là, parce que de manière générale, tu auras forcément des ricochets si tu arrives à bien travailler sur ce type de client-là, mais ce n'est pas les clients qui vont t'apporter le plus d'argent, et du coup, tu sais déjà à quoi t'attendre. À l'inverse, le projet obligatoire, un divorce, une séparation, ça se passe très souvent mal, même s'il y a une bonne entente, à un moment donné, il y a quand même un crédit qui lie encore les deux anciennes personnes. Il y a quand même le fait que les deux anciennes personnes veulent retrouver leur indépendance et leur liberté, c'est-à-dire se débarrasser et s'émanciper de ce logement-là pour pouvoir du coup avoir suffisamment les reins solides pour pouvoir assumer peut-être un autre loyer ou un autre crédit pour un autre achat sur un logement qui va être plus petit. Donc ça, c'est un projet obligatoire. Ils n'ont pas d'autre choix que de vendre. La succession, dans 80% des cas, les successions, malheureusement, les héritiers sont obligés de vendre parce qu'on est dans un pays où les taxes sont tellement élevées sur les successions, surtout en fonction de la valeur du patrimoine, que malheureusement, les héritiers, même si c'est 10, 15, 20, 30 000 euros, ils n'ont pas cet argent. Ils n'ont pas prévu que cette personne de leur famille allait mourir du jour au lendemain, malheureusement, et d'hériter de ce patrimoine. Ils n'ont pas cet argent-là pour payer, donc ils sont obligés de vendre pour payer les frais de succession. Et en plus de ça, ils ont une attache qui est différente parce que c'est de l'argent qu'ils ont reçu, entre guillemets, sans rien faire. Alors que quand tu vends un logement, par exemple, d'une personne qui l'a acheté à une certaine époque, qui l'a acheté peut-être trop cher et qui veut vendre aujourd'hui, mais le marché a bougé et il va en tirer moins, ça va être psychologiquement plus difficile que quelqu'un qui vient d'hériter d'un logement. Agrandissement de la famille. On est pareil dans une génération aujourd'hui où les propriétaires, il y a de moins en moins de propriétaires qui vont se voir agrandir la famille avec 2 enfants, mais dans un 3 pièces pour que les 2 enfants se partagent la même chambre. On se dirige beaucoup plus vers... alors, encore une fois, je ne parle pas de quand ils sont en bas âge. C'est-à-dire que on est clairement dans une génération où, à un moment donné, quand les enfants commencent à devenir adolescents, ils ont besoin de leur indépendance. Par exemple, moi, personnellement, j'ai une sœur. Toute mon adolescence, j'ai grandi avec elle dans la même chambre que moi quand on était adolescent, et parce que c'était l'ancienne mentalité. Alors qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui veulent vraiment un confort supplémentaire et du coup qui ont absolument besoin d'une chambre par enfant. Donc du coup, ça va être aussi des projets qui sont obligatoires parce qu'ils vont être obligés de vendre. Pour eux, il n'y a pas d'autre alternative que de vendre pour acheter autre chose. Et très souvent, ça va être aussi, et ça s'enchaîne sur ça, ça va être des pré-relais par rapport à achat-vente, un achat et une vente, et du coup ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de régulariser ce pré-relais là par le biais de la vente, et du coup c'est aussi un projet obligatoire. Et pour terminer, on a aussi la mutation professionnelle, où là pareil, la personne elle est propriétaire, elle a toute sa vie ici, elle est mutée professionnellement, elle peut pas louper le coche par rapport à cette opportunité, et du coup elle va vendre pour
remettre son taux d'endettement à zéro et pouvoir acheter du coup autre chose. Quand tu arrives à détecter du coup ce genre de projet et tu arrives à détecter la personnalité du client, tu sais déjà d'avance tout ce qui va se passer. Par exemple, moi, quand j'ai l'un de mes agents immobiliers qui vient me voir et qui me dit, bah voilà, j'ai rentré ce mandat-là, et il me le dit instinctivement et sans même que je lui pose la question. Il me dit, par contre, je te préviens, lui, c'est un projet confort, il en veut beaucoup par rapport à ça, par rapport à ça. Je suis pas très convaincu, mais bon, on va tester, on va voir ce qui se passe. Bah, on sait déjà que c'est pas forcément sur ça qu'on va compter. À l'inverse, on a quelqu'un qui vient et que c'est un divorce qui est compliqué et qui sont obligés de vendre. On sait que en l'espace de quelques temps, on va pouvoir plier l'affaire parce que ils n'ont pas le choix, tout simplement. Ils n'ont pas le choix. Utilise la fiche R1 pour structurer les questions. En annexe et en téléchargement de ce module, on te met à disposition notre script R1 qu'on utilise au quotidien, que notre équipe utilise au quotidien. Bien évidemment, ça ne sert à rien de faire une session de questions-réponses robotisée. L'idée, c'est que tu aies une structure avec une ligne à suivre et après, tu le personnalises en fonction de ton rendez-vous, en fonction de la discussion que tu as avec ton client. Comprendre le contexte personnel du vendeur. Le fait que tu comprennes son contexte, ça va permettre aussi d'ajuster ce que tu vas pouvoir dire en R2. Je m'explique. Tu as un client qui... attends, que je te trouve un exemple. Ok. Tu as un client qui doit vendre pour acheter. Il a fait un pré-relais. Et derrière, il doit commencer la vente de son bien. Tu vas lui parler différemment que la personne qui, lui, doit absolument vendre pour acheter sans pré-relais, parce qu'il ne fait pas de pré-relais. Le discours, il va être tout simple. La personne qui va acheter sans pré-relais, donc du coup qui va devoir vendre, quand tu vas donner ta fourchette d'estimation, tu vas dire, voilà, voici la fourchette prix marché, voici la fourchette coup de cœur, mais au vu de votre projet et au vu de votre situation, vu que vous avez quand même bien avancé de l'autre côté sur l'acquisition, je pense qu'il ne faudrait pas forcément perdre trop de temps à tester la fourchette coup de cœur et plutôt directement commencer sur le vrai prix du marché. Si vous voulez quand même qu'on teste la fourchette coup de cœur, on peut le faire, mais à ce moment-là, on se fixe une deadline. Et je vous rassure, au-delà de 2 semaines de commercialisation, déjà en 2 semaines de commercialisation, on va savoir déjà, on va pouvoir prendre la température et savoir qu'est-ce qui va se passer. À l'inverse, la personne qui va faire un pré-relais, tu vas pouvoir lui dire, écoutez, comme vous êtes sous pré-relais, je vous propose, et c'est toi qui fais cette proposition-là, de commencer sur la fourchette vraiment coup de cœur du marché, parce que on a le temps. Vous avez quand même 2 ans pour rembourser ce pré-relais, même si en attendant vous payez des intérêts. Mais derrière, je pense que c'est un coût qui est à tenter. Mais attention, si le profil de ton client dans le son casse, c'est quelqu'un qui est argent, ce discours-là, il va pas avec, si tu vois ce que je veux dire. Du coup, c'est pour ça que les deux sont en corrélation et il faut vraiment adapter en fonction de ce que tu vas découvrir dans le son casse par rapport à son contexte et du coup, fusionner les deux pour vraiment sortir quelque chose qui va être sur mesure. Éviter les questions qui ferment la relation. Par exemple, le prix d'achat mal posé. Quand tu as une relation qui est trop froide et que tu sens qu'il n'y a pas encore ce truc de confiance, c'est délicat de poser certaines questions. On sort cet exemple-là parce que c'est l'exemple le plus souvent qui ressort le plus en tout cas. Tu vas avoir tendance à demander à quel prix il a acheté son logement pour voir si tu vas pas faire une estimation qui va être en dessous du prix auquel tu l'as acheté et du coup dans ton inconscient tu vas te tirer une balle dans le pied tout seul lors de ton estimation. Il y a des façons de faire. Par exemple, si tu veux poser et connaître son prix d'achat, il y a des façons un peu subtiles de le faire. Tu n'es pas obligé de le demander directement. Par exemple, moi, pour connaître le prix d'achat d'un logement, je vais demander au client, je vais dire « Ah, vous avez acheté en 2017, ok, et comme je connais mon marché, en 2017, c'est vrai qu'on était plutôt aux alentours de ces prix-là au mètre carré. Ouais, vous avez dû l'acheter aux alentours des 400 000. » Tu vois, je vais donner un chiffre comme ça au hasard parce que je vais montrer que je connais mon secteur depuis X temps, qu'à cette époque-là, c'était tant du mètre, et là, du coup, je vais lui lancer une perche pour qu'il puisse me répondre. C'est beaucoup plus subtil que de dire « Ah, vous avez acheté en 2017, et du coup, vous l'avez acheté combien ?»
à cette époque-là, bah, c'est un peu plus brutal. Il faut que tu parles du marché et que tu poses le décor sur le R2. C'est-à-dire que lors du préambule de l'onboarding, quand tu l'as au téléphone et que tu lui expliques ton process, tu l'as expliqué, mais là tu vas devoir réexpliquer une deuxième fois parce que crois-moi qu'il n'a pas tout retenu. Les 20% dont tu dois parler, c'est soit pour poser quelques questions pour que ton client puisse encore plus parler, soit faire quand même une synthèse sur ce que tu fais, enfin qui t'es en tout cas, pour montrer ta crédibilité et parler du marché, surtout parler du marché. Parce que tu peux pas arriver en R1 et juste écouter le client. Tu vas sortir de chez lui, il va trouver ça bizarre. Il va se dire, ouais, tous les autres commerciaux, ils parlent, ils vendent des trucs et tout. Lui, c'est pas un bon agent immobilier, il a fait que de m'écouter. Donc il faut quand même que tu donnes un certain nombre d'éléments. Par exemple, lors des R1 depuis, depuis que la crise a commencé en 2023, nous on explique en disant le marché n'est plus ce qu'on a connu avant 2023, mais quand on est au bon prix, on vend. Et en fait, on va commencer à expliquer et aussi à prendre la tendance de savoir est-ce que lui il est au courant ou pas. Moi, je vais avoir tendance à dire aux clients, alors je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu au niveau des médias, hein, ce qui se passe depuis maintenant, avant 2023 et après 2023, il y a clairement un avant et un après. Et là, tout il va dire, ah oui, j'ai un peu suivi et tout, c'est vrai que la crise a commencé, que les taux ils ont augmenté, etc. Donc là, déjà, tu sais que c'est quelqu'un qui est terre à terre et qui va pas forcément s'inventer des histoires et qui va vraiment t'écouter par rapport à la conjoncture actuelle. Sauf que tu dois aussi être hyper positif. Tu dois inspirer de la confiance et tu dois montrer que vous inquiétez pas, ça va quand même bien se passer. Effectivement, monsieur le client, comme vous avez dû le voir hein, dans les médias, depuis 2023, on a eu une très grosse baisse des prix parce que les taux ils ont augmenté, il y a eu une friction, parce qu'avant quand les taux étaient bas, il y avait beaucoup plus d'acheteurs et ça a fait augmenter les prix. Et depuis que la crise a commencé, c'est l'inverse, et le temps que ça se stabilise, voilà, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que là en 2025, ou en 2026, enfin peu importe en fonction de ta conjoncture, là, en 2025, les taux se sont quand même stabilisés et du coup, ça va beaucoup mieux qu'avant. On a un peu plus d'acheteurs et il y a beaucoup plus de volume de vente. Le fait de dire ça, même si ce n'est pas forcément vrai, il faut que tu sois rassurant pour, encore une fois, motiver non seulement le vendeur à te faire confiance pour que tu puisses s'occuper de son projet, mais aussi anticiper, on va dire, les conneries que les autres agents immobiliers vont faire. Clairement, un agent immobilier classique, sur cette conjoncture-là, directement, il va être super pessimiste, il va mettre des araignées dans la tête du vendeur en disant oui, vous l'avez vu dans les médias, hein, c'est clairement la merde en ce moment, le marché il est baissier, on a très peu d'acheteurs, il y a beaucoup plus de ventes, donc il va falloir quand même qu'on réfléchisse par rapport au prix, enfin. Et il pense que c'est clairement une technique pour l'avoir à un bête de prix, pour réussir à le vendre vite. Alors que pas du tout. Si tu as quelqu'un comme ça et que de l'autre côté tu as un agent immobilier qui est hyper optimiste par rapport à ça, forcément tu vas avoir tendance à faire confiance à qui et surtout être motivé à donner ton bien en vente à qui? À la personne qui est pessimiste et qui de toute façon subit le marché, ou la personne qui va être optimiste et du coup te propose des solutions et qui est rassurant. Tu vas automatiquement te diriger vers la personne qui est rassurant. Donc toujours utiliser le marché et la conjoncture en sa faveur, que ce soit haussier ou baissier, et il y a toujours des bons arguments à sortir. Par exemple, nous, comme on a fait partie du top 5 des meilleurs agents immobiliers de France dans le réseau Century 21, c'est quelque chose qu'on dit lors du R1. On dit, nous, avant d'ouvrir notre agence, on était dans le réseau Century 21, vous devez sûrement connaître, oui, effectivement, c'est très connu à l'échelle nationale. On a fait partie du top 5 des meilleurs agents immobiliers de France, et en 2021, on est parti, on a ouvert notre propre agence, aujourd'hui on est une équipe de 10 personnes, enfin voilà. Tu vois, donc, je pose le décor, et je montre ma crédibilité. Tu peux montrer ta crédibilité avec d'une manière tellement différente à chaque fois, en fonction de ta personnalité, en fonction de ce que tu as fait, tout va être une question de comment tu vas présenter les choses et comment tu vas être vu aux yeux du client. C'est ça qui va être important au final. S'appuyer sur l'actualité pour légitimer sa posture. C'est exactement ce que j'étais en train de t'expliquer, sauf qu'il ne faut pas trop en faire. C'est-à-dire qu'il faut que tu poses le décor, qu'après tu deviennes rassurant. Si tu poses le décor et que tu montres que tu es défaitiste, c'est pas bon signe.
Teaser la stratégie d'agence sans tout dévoiler. Donc là, par exemple, nous, on va, et tu vas le voir avec Ismaël sur le module d'après, quand on prépare, enfin, quand on présente notre R2, on présente un document qui s'appelle le SST, où il y a tous nos services dedans. Et du coup, on va piocher certains de ces services-là pour se mettre en avant. Par exemple, nous, sur Paris, on est l'agence numéro 1 en visibilité sur SeLoger. On le sait, on a échangé plein de fois à ce sujet et on le voit, c'est-à-dire que dès qu'on met un logement en annonce et qu'on le booste sur n'importe quel arrondissement de Paris, dans n'importe quelle ville en banlieue, on est systématiquement numéro 1 sur la première page parmi toutes les annonces. Ça, c'est vraiment notre point fort. Et du coup, ça, on va le dire, mais sans rentrer en détail. Par exemple, on va dire, bah voilà, nous, notre agence, l'idée, ça sera de vous expliquer un petit peu comment ça va se passer au niveau de la stratégie commerciale. Il faut savoir qu'on est l'agence numéro 1 sur SeLoger en visibilité, qu'aujourd'hui, bah, malgré la crise, on a eu beaucoup plus d'acheteurs et c'est 7 fois plus d'acheteurs que nos confrères, donc ce qui fait qu'on fait plus de ventes. Mais je ne vais pas commencer à rentrer dans la technicité parce que tu vas voir avec Ismaël dans le module 2, dans le R2, on rentre vraiment en profondeur dans toute la technicité sur chaque page qu'on va montrer et sur chaque moyen de promotion qu'on va mettre en place. Garder la carte maîtresse pour le R2. Alors quand on parle de la carte maîtresse, c'est vraiment tout le rendez-vous en lui-même où bah, tu vas un peu teaser ce qui va se passer, mais tu vas pas trop en dire non plus. Et du coup, tu vas garder tout ça pour le R2. Tu fixes le R2 et tu clôtures un R1 impactant. Il va se rappeler de ce R1 parce qu'encore une fois, c'est un R1 qui ne s'est pas du tout déroulé de la même manière qu'un autre agent immobilier. Un agent immobilier classique, il va venir, il va effectivement regarder le bien, il va s'intéresser au projet, il va très souvent donner l'estimation tout de suite. Surtout, il va parler de ses services et ça, c'est ce que font malheureusement 90% des agents immobiliers. C'est ça. Jusqu'à présent, je t'ai dit, j'ai coaché, je pense, une centaine d'agents immobiliers. Il n'y en a pas un qui ne faisait pas l'erreur de essayer de faire la différence lors du R1 en se vendant. Parce que je t'ai dit, tu sais que tu es en concurrence avec d'autres personnes et tu as tendance à vouloir trop te mettre en avant pour directement essayer de faire la différence alors que c'est pas du tout la bonne stratégie. Tu ne sors pas du R1 sans ton rendez-vous R2. Alors bien évidemment, je ne te dis pas de mettre le couteau sous la gorge du client, mais dans l'idée, il faut que tu fixes ton R2 et que tu le valides avec le client en fonction de ses disponibilités. Comme ça, et très souvent, quand tu fixes ton R2, dis une phrase clé que moi je dis tout le temps. Tu réexpliques du coup le processus de ton R2, donc l'analyse comparative de marché, que c'est segmenté en 3 parties, les biens vendus, les biens à vendre, les biens invendus. Donc tu réexpliques exactement ce que, je ne vais pas le refaire, mais ce que j'ai dit dans l'onboarding quand tu l'as au téléphone. Et derrière, tu dis, pour le motiver à venir au R2, d'ailleurs, lors de ce deuxième rendez-vous, ça va permettre deux choses. Ça va permettre à ce que je puisse vous présenter l'estimation, mais aussi vous présenter tous les services qu'on va mettre en place, adaptés à la stratégie commerciale pour votre logement. Il y a un intérêt, c'est-à-dire qu'il va venir, pas que, en réalité, c'est ce qui va se passer, c'est qu'il va vraiment surtout écouter tes services, mais dans sa tête, il ne va pas venir que pour écouter tes services, il va vraiment venir pour comprendre l'analyse que tu vas faire de ton estimation. Et surtout, je dis une phrase clé qui est rassurante, et je dis comme ça à l'issue du rendez-vous, vous aurez un dossier complet avec l'estimation et la stratégie commerciale adaptée à votre projet. Et comme ça, vous pourrez ressortir quand vous allez repartir avec un dossier complet. Vous saurez exactement qui on est et comment on travaille. Le fait de lui dire ça à ce moment-là, ça le rassure à l'instant T de valider le R2 et de venir à ce R2. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire de tentative de closing lors du R2. Et ça, je laisserai Ismaël de toute façon te l'expliquer sur le module juste après. Mais c'est important de le dire dans ce sens-là pour encore une fois le motiver. N'oublie pas que tout ce qu'on te dit là dans cette formation, ce sont des petits détails qui font que quand tu les additionnes, ça devient des gros détails sur l'ensemble de notre métier. Et c'est ça qui fait que tu vas rentrer exactement comme nous on l'a fait dans les 5% d'agents immobiliers avec un taux de transformation qui est assez haut et ce qu'on appelle les agents immobiliers d'élite. Tu proposes donc le R2 directement pendant le R1, ça on l'a vu. Tu présentes la structure du R2. L'ACM, c'est l'analyse comparative de marché plus la stratégie de commercialisation. D'ailleurs, ce qui va se passer, c'est que là, sur ce module-là, tu as la possibilité de télécharger directement notre ACM. Donc, c'est un fichier Excel
qui est déjà préprogrammé. Tu auras juste à remplir les cases en fonction du prix au mètre carré, et tout va se calculer automatiquement, notamment par rapport au prix moyen. Concernant le SST qu'on va te présenter lors du module 2, tu pourras le télécharger directement sur le module 2. Si le client est absent, adapte-toi, propose une visio de présentation plus un mail de récap. Pareil, au niveau du mail de récap, on a un mail qu'on utilise maintenant depuis pas mal de temps, qu'on a réajusté au fur et à mesure. C'est un mail qui est quand même assez puissant. On va te le mettre en format, il est en format Word en annexe sur ce module-là. Comme ça, tu vas pouvoir aussi le récupérer et pouvoir l'utiliser quand tu vas envoyer un mail de récap à ton client qui malheureusement, tu n'as pas réussi à le closer sur le moment. Et s'il est absent, tu lui proposes directement une visio. Comme ça, tu peux faire quand même un R2 en visio. Ce sera toujours beaucoup plus qualitatif que de juste envoyer une estimation par mail. Le plan B en cas d'absence du vendeur, c'est bien évidemment... Alors, ce n'est jamais aussi quali que le face-à-face, mais c'est clairement le meilleur plan B de faire dans ce sens-là et de faire une visio. Utiliser un outil gratuit pour filmer son écran plus visage. Donc là, ça va être vraiment le plan C, je dirais. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être présent lors d'une visio, il ne peut pas être présent lors d'un R2 physique à l'agence. Du coup, tu vas faire un R2 en parlant à ta caméra et en enregistrant directement ton écran. Exactement comme ce que je suis en train de faire. Là, tu vois bien qu'il y a la présentation du coup des slides pour la formation. Tu vois ma tête en bas à gauche et j'enregistre avec un logiciel qui s'appelle OBS. Tu télécharges OBS, c'est hyper facile d'utilisation. Avec ChatGPT en plus de ça, en 2.2 tu peux le configurer. Et tu fais ton R2 face caméra avec ton SST en présentation, ton argumentation, ton analyse comparative de marché, et derrière tu lui fais une vidéo qui fait en sorte de ne pas dépasser au moins 15-20 minutes, et comme ça tu le envoies soit en WeTransfer, soit tu l'héberges sur YouTube en non répertorié, comme ça tu as juste le lien à lui envoyer, et lui derrière il pourra le regarder. Et derrière c'est aussi une méthode et une approche qui peut compenser un peu le fait que tu fais pas de rendez-vous du coup soit physique soit en visio. Par exemple, un client qui est clairement par rapport au Soncast dans la nouveauté, il va plutôt bien apprécier ce type de retour. Envoyer une vidéo de qualité plus un mail structuré et personnalisé. Donc notre mail type en annexe, je te l'ai dit juste avant, donc tu vas pouvoir le télécharger et faire un copier-coller et juste l'adapter en fonction de toi, ce que tu fais. Objectif, garder un haut niveau de relationnel même à distance. C'est clairement l'objectif de faire ça. En conclusion, ton mindset, c'est la fondation invisible de tous tes résultats visibles. Je le répète encore une fois, ton mindset, c'est la fondation invisible de tous tes résultats visibles. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez important parce qu'au final, tu te rends compte que tout ce qu'on a vu dans ce module-là, il y a une grosse partie de mindset et il y a une grosse partie de structuration, de pédagogie, et il va falloir que tu fasses en sorte de vraiment pouvoir bien piloter ce type de rendez-vous, car si tu le fais systématiquement de la même manière, arriver chez le client, prendre le lead, lui expliquer comment ça va se passer, faire d'abord le tour du logement, ensuite s'installer, parler du projet, faire en sorte que le client parle à 80% du temps et que toi tu parles que à 20% du temps. Derrière, tu peux que augmenter ton taux de transformation. D'ailleurs, il y a un outil qu'on a mis en place, c'est un GPT tout simplement. Alors, je ne sais pas si tu sais à ton niveau ce que c'est un GPT. Grosso modo, pour ceux qui ne le savent pas et qui regardent cette vidéo, un GPT, c'est tout simplement une structure, un agent qui va pouvoir parler que de la chose dont on a préconfiguré, fait la préconfiguration. Quand tu vas sur ChatGPT de manière classique et que tu poses n'importe quelle question sur n'importe quel sujet, il va pouvoir te répondre directement. Là, un GPT, c'est vraiment axé sur ce sujet-là. Et j'ai fait 2 GPT qui sont totalement accessibles gratuitement à l'issue de cette formation. Tu peux cliquer sur le lien, ils sont dans les annexes. Tu le mets dans ta barre latérale en épinglé. Tu as l'analyse du R1, l'analyse du R2. Concrètement, tu vas t'enregistrer. Alors, tu as plein d'outils. Tu as Nota, tu as Auteur, enfin, tu en as plein sur même ChatGPT, tu peux en trouver pour que tu puisses t'enregistrer avec ton téléphone. Tu peux extraire cet enregistrement-là, le mettre directement dans le GPT. Ça va te permettre d'avoir une analyse complète de ton R1, une analyse complète de ton R2 et de voir les points d'amélioration.
Et ce GPT-là, comment il est configuré? Il est configuré exactement de la même manière dont nous, on fait tous nos process et tout ce que tu es en train de voir dans cette formation. Ça veut dire que si tu as... tiens, je vais te montrer un exemple, comme ça, ça va vraiment te parler. Alors attends, je vais revenir sur ça. Je vais te montrer un exemple que là j'ai fait il n'y a pas plus tard que hier. Voilà, je te montre le mail de l'un de mes agents immobiliers. Attends, je vais juste déplacer ça pour que tu puisses voir. Hop, voilà. Le compte rendu m'a été envoyé. Donc voici l'analyse complète. Donc là, c'est le R2. Mise en confiance 3 sur 5. Pas de proposition de boisson entière en matière, mais posture globale rassurante. Introduction SST. Vendre en toute sérénité. Présentation de l'équipe. Marketing direct. Marketing digital. Réseaux sociaux. Statistiques. Visibilité complémentaire. Estimation. Transition vers le mandat. Traitement des objections avec le crack. Ça, pareil, c'est une méthode que tu vas voir avec Ismaël lors du deuxième module. Mandat prestige. Et du coup, il a un score final qui est de 96,6 sur 100. Ça veut dire qu'il a vraiment respecté toutes les étapes. Et en dessous, tu as aussi les points forts qui sont ressortis avec les axes d'amélioration. Et ça, tu l'as vraiment pour le R1, parce que ça, par exemple, c'est un exemple pour le R2, mais tu l'as pour le R1 et tu l'as pour le R2 également. Et tu auras tout simplement à faire ça. Tu auras sur ChatGPT, je te montre ici, hop, tu auras ici dans tes GPTS analyse R1 directement. Voilà. Et sur ça, quand tu vas rentrer ton texte, enfin ton fichier avec ton rendez-vous qui a été enregistré, tu auras directement le scoring et ça va te permettre de vachement mieux comprendre les choses que tu as pu faire, bien faire, mal faire. Et c'est comme ça que tu vas t'améliorer de plus en plus. Ce module est la base de ta réussite. Reviens-y à chaque fois que tu sens une perte d'élan. Il est là pour t'aider à performer, même dans les périodes de doute. Donc n'hésite pas à revenir pour revoir parce qu'on a bien fait en sorte de structurer la chose en deux. Le R1, le R2. Et comme ça, à chaque fois, tu peux revenir en fonction de ces deux rendez-vous, de ces deux types de rendez-vous, afin de pouvoir augmenter encore une fois en compétences et ton taux de transformation. J'espère que ce module t'aura plu. Du coup, je te laisse avec la suite pour le R2 avec Ismaël. Tu vas voir, c'est hyper intéressant, sois hyper concentré parce que depuis le début, on fait en sorte de donner énormément de détails sur chaque point pour encore une fois faire en sorte que tu rentres et que tu fasses partie des conseils d'élite. C'est clairement l'objectif de cette formation. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très vite.